Et si le charisme était une imposture? Et si seule l'imposture rendait possible, au fond, la domination charismatique? Une sociologue, Julie Pagis, et une documentariste, Sonia Kronlund, se sont toutes deux posé la question à la faveur de leurs enquêtes, l'une sur Fernando, le prophète rouge, l'autre sur Ricardo, ou bien Alexandre, ou bien Daniel, ou bien Richard, l'homme aux mille visages. Elles sont toutes les deux les invités de la première émission de la 26e saison de La Suite dans les idées. France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmont. Et 10 minutes de plus donc pour ces nouveaux formats de La Suite dans les idées, désormais nouveau jour, nouvel horaire, jeudi 20h, 21h, une nouvelle rubrique actualité qui sera l'occasion de s'intéresser par exemple à des livraisons de revues en sciences humaines et sociales. Ce sera le cas aujourd'hui où on donnera la parole à Maxime Boisdy qui vient de coordonner un très très beau numéro de la revue Perspective qui est édité régulièrement par l'Institut national d'histoire de l'art consacré à l'autonomie. Mais cette rubrique nous permettra d'autres fois de nous intéresser aussi à des parutions de livres dans d'autres langues non encore traduits ou peut-être à des colloques qui semblent importants. Voilà, mais pour commencer aujourd'hui, c'est cette question du charisme qui nous intéresse à la faveur de la parution en cette rentrée des idées d'un livre de Julie Pagis, Le prophète rouge, enquête sur la révolution, le charisme et la domination, et puis de l'actualité encore récente, double actualité de Sonia Kronlund que vous connaissez toutes et tous sur France Culture, productrice des Pieds sur Terre, qui avait commencé par publier un livre, L'homme aux mille visages, puis sorti un film du même titre quelques semaines plus tard. C'était au printemps dernier. Sonia nous rejoint dans la seconde partie de l'émission. Bonjour Julie Pagis. Bonjour. Vous êtes sociologue chargée de recherche à l'IRIS vous publiez cette enquête sur celui que vous appelez le prophète rouge, dont on connaît le prénom simplement dans le livre, qui est Fernando. Qui est ce Fernando ? Ce Fernando est quelqu'un dont j'ai essayé de comprendre qui il était, mais pour faire un peu l'histoire, c'est un beau jour, Christine, donc j'ai changé les prénoms, à part pour Fernando, effectivement, où j'ai gardé son prénom. Une femme m'écrit, après avoir lu le livre tiré de ma thèse sur les trajectoires des 68 heures ordinaires, et elle m'écrit en me disant que la lecture de mon livre lui a donné envie de parler d'un passé dont ils avaient peu parlé jusque-là. Et en fait, peu à peu, on a échangé pendant 18 mois, d'abord par courriel, puis après on s'est rencontrés. Ce passé, en fait, était un passé collectif. Et elle m'a livré peu à peu les bribes de ce passé où j'ai été assez intriguée parce qu'à la fois, donc ce passé qui était le passé finalement d'un groupe de militants maoïstes, ressemblait en bien des points aux trajectoires de maoïstes que j'avais pu rencontrer dans le cadre de mes recherches pendant plus de très longtemps sur les trajectoires 68 Ardes. Et à la fois, il y avait une énigme, il y avait quelque chose que je n'arrivais pas vraiment à saisir et dont elle ne parlait pas forcément beaucoup au début, c'était cette question de ce Fernando. D'ailleurs, elle disait pas forcément Fernando au début, elle disait F, comme ils s'appelaient tous, avec juste leurs initiales. Et en fait, ce fantôme qui planait, en fait, assez vite, j'ai compris qu'il y avait un fantôme qui planait sur cette histoire collective passée qui avait été visiblement douloureuse, mais dont je n'arrivais pas à saisir tous les tenants et les aboutissants. Et voilà, c'est parti de là. Elle m'a fait rencontrer... Christine avait envie qu'il y ait une histoire faite de ce passé, ce qui n'était pas forcément le cas de tous les anciens membres de ce groupe. Mais du coup, j'ai rencontré ceux qui ont accepté de me rencontrer. Et puis voilà, Certains ont mis du temps. Alors certains ont mis, c'est pour ça fait 7 ans. Certains ont mis 5, 6, 7 ans. Donc voilà, c'est effectivement une enquête où il a fallu gagner une confiance pas facile à gagner, puisqu'effectivement c'est un passé qui a été lumineux et sombre. Du coup, c'est une enquête aussi qui vous a amené vous-même à vous poser beaucoup de questions sur ce que vous aviez le droit de faire au fond. Est-ce qu'on peut, non pas forcer, mais vraiment inciter fortement quelqu'un à revenir sur un passé qui est visiblement très très douloureux. Donc on peut être patiente, c'est ce que vous avez fait. Vous avez Ouais. failli arrêter à plusieurs reprises. Oui, effectivement, ces questions de relations d'enquête, elles sont au cœur du livre et au cœur de ce que j'ai finalement pu réussir à faire grâce à la confiance qui m'a été accordée
et grâce au temps long vraiment de l'enquête, hein. C'est là aussi où ça plaide pour, une sociologie, une ethnographie, sur le temps long. Parce qu'effectivement, il y a eu pas mal de réticences. Beaucoup d'anciens membres de ce groupe, avaient peur des éventuelles, simplifications, des éventuelles instrumentalisations. C'est une histoire complexe, donc d'un Vous-même, vous aviez peur aussi des instrumentalisations, politiques, y compris anachroniques, tout on à n'est fait. pas à l'abri de ça. On n'est pas à l'abri de ça, comme la première recension dans le monde des livres, Voilà, c'est à ça que je faisais allusion. voilà, qui effectivement faisait une allusion, qui a un peu utilisé le livre pour taper sur les insoumis, évidemment, Alors ça, en fait, pas grand-chose à voir. rien à voir. En Mmh. fait, ce livre porte sur un groupuscule, un groupe, une avant-garde maoïste dirigée par ce Fernando et qui effectivement, allie autour de lui en 71, 6 ou 7 couples au début et en fait, son offre politique, c'est, effectivement d'être une véritable avant-garde maoïste et son credo, ce qui fait en partie son charisme, c'est l'offre radicale, nouvelle en fait, de dire: «Bah, en fait, regardez, on est 3 ans après mai 68, la révolution, tous les gauchistes n'ont pas réussi à la faire. Nous, en fait, on va essayer et pour y arriver, en fait, il faut commencer par, se convertir à la condition ouvrière véritablement». Et donc en fait, c'est une proposition de conversion à la condition ouvrière et donc au départ, l'enjeu, enfin pour lui, il leur dit qu'il faut arrêter leurs études et s'établir en usine comme l'ont fait beaucoup de maoïstes, à cette époque. Vous avez prononcé le mot de charisme. Il est central dans votre réflexion. Quand on dit charisme en sciences humaines et sociales, on pense tout de suite aux travaux de Max Weber, de façon souvent un peu automatique d'ailleurs, et sans trop fouiller cette catégorie. C'est souvent un mot un peu magique qui permet d'expliquer ce qu'on ne comprend pas très bien comme mode de domination. Et précisément, votre enquête est une manière de mettre à l'épreuve ce concept de charisme et d'en avoir un usage peut-être un peu plus raisonné, en vous intéressant notamment, pas seulement aux leaders charismatiques, mais plutôt à ceux que vous appelez les encharismés. Tout à fait. En fait, effectivement, assez vite, comme tous me parlaient de l'aura, du charisme de ce Fernando. Voilà, je me suis dit, bon, ce qui m'a titillé, ce qui m'a intéressé sociologiquement, l'énigme à laquelle s'attaque ce livre, c'est quelle est la nature du pouvoir qui a régi ce groupe. Et effectivement, assez vite, en revenant effectivement aux travaux que vous avez cités de Max Weber, qui a mis en avant la notion de domination charismatique, mais en fait, les usages après, comme vous l'avez dit, qui en ont été faits, étaient flottants, étaient vraiment paresseux, alors que si on revient à la définition exigeante du charisme par Max Weber, il se trouve que quelque part, le cas d'étude que j'avais entre les mains me permettait vraiment de reprendre à nouveau au frais cette notion de charisme, notamment de charisme pur ou personnel, pas le charisme de fonction. Et donc, en fait, ce charisme, pour le dire simplement, en fait, c'est que, d'après Weber, c'est que le porteur de charisme, hein, le prophète, est une personne à qui sont reconnues des qualités extraordinaires par ses adeptes ou par les suiveurs, qui propose une offre de rupture politique radicale avec l'ordre établi et à laquelle les adeptes doivent se convertir en suivant en cela son exemple. Et donc, en gros, quelque part, j'avais un cas qui me permettait de reprendre à nouveau frais cette définition, mais en même temps, comme je le fais dans le livre, avec une approche critique, puisqu'effectivement, Max Weber lui-même, en fait, dans ses écrits multiples, tombe parfois dans l'écueil, il a été critiqué par Bourdieu pour ça, d'un charisme, en fait, qu'on expliquerait par les qualités extraordinaires d'un individu. Et du coup, en fait, finalement, c'est tautologique. On en revient, comme vous l'avez dit, à dire bah, il est charismatique parce qu'il est extraordinaire, il est génial. Et en fait, ça tourne en rond. Et donc, moi, j'ai essayé de vraiment, justement, plutôt partir des relations charismatiques et de chercher à comprendre à la fois du côté du leader charismatique les intérêts à exercer une domination charismatique, mais aussi du côté des encharismés, les intérêts individuels et collectifs à se soumettre et à légitimer ce type de domination. Donc effectivement, le néologisme d'encharismé, hein, il vient de ma lecture aussi de Jeanne Favre-Saada sur la sorcellerie, qui montre que pour comprendre en fait la sorcellerie, il faut être prise. Il faut être prise pour comprendre. Et donc voilà, c'est là qu'est venu ce néologisme. Donc ces relations sociales sont au cœur de l'enquête. Et qui dit relation dit rencontre. Ce moment de la rencontre est extrêmement important parce que ces individus vont tomber sous le charme de ce personnage.
Et d'ailleurs, ça leur arrivera plusieurs fois. C'est-à-dire qu'ils s'éloignent, où il y a des moments de crise et on sent que quand il revient ou à la faveur de moments un peu denses de discussion, il y a ce même mécanisme au fond, de recharge des batteries charismatiques. Je ne sais pas comment le dire autrement, que vous décrivez très, très bien dans le livre, Julie Pagis. Oui, parce qu'en fait, le charisme, c'est le pouvoir le plus fragile dans les 3 pouvoirs, types d'autorité, définis par Max Weber. Et effectivement, s'il est si fragile, c'est parce qu'il repose uniquement sur la croyance, mais qui du coup est jamais définitivement acquise, des adeptes en des qualités extraordinaires, du chef. Donc ce qui fait qu'en Et fait croyance du chef lui-même en ses qualités. et croyance du chef lui-même en ses qualités, et qui est effectivement liée au fait qu'on croit en lui. Or, effectivement, du jour au lendemain, il ne fait plus des preuves de ses qualités extraordinaires, et ben, en fait, le charisme peut s'évanouir. À la fin du livre, je travaille sur la fin du charisme, mais peut s'évanouir du jour au lendemain. Et donc, en fait, c'est aussi ce que disait Max Weber, c'est que le leader charismatique doit constamment faire des preuves, des miracles, en fait, il parle de son charisme pour continuer à réaccréditer et réinsuffler la croyance. Et donc, en fait, et d'ailleurs, c'est ça aussi que j'essaye de montrer que cela, c'est ça, c'est la dynamique qui pousse en fait à une radicalisation en fait du. Oui, parce que ça dure 10 ans et il y a une dynamique, il y a un approfondissement de cette, relation de domination, de cette emprise, on peut le décrire comme ça. Au début, c'est peut-être un peu, des fans, ou je ne sais pas, une relation qu'on pourrait observer, assez fréquemment socialement, mais très rapidement, ça va, prendre une ampleur, considérable sur ce groupe relativement restreint et vous parvenez à décrire, au fond, tout ce qui s'est passé parce que on l'a pas encore dit, vous ne l'avez pas encore expliqué, mais votre enquête repose non seulement sur des témoignages, des entretiens que vous avez pu mener avec certains de ses membres, avec des échanges épistolaires avec eux, mais aussi sur l'accès à des archives, parce que ce groupe constituait sa propre archive. Et là, vous avez eu un matériau extraordinaire pour véritablement prendre la mesure de cette dynamique dont vous parliez. Oui, tout à fait. Les sources sur lesquelles repose le manuscrit sont essentielles, sont assez inédites et très très riches. Et sans ces sources, sans ces archives contemporaines en fait, et notamment, donc il y avait dans ces sources, il y avait les bilans, donc ils se sont établis en usine. Ils devaient faire des bilans du travail en usine, des bilans des enquêtes menées pendant l'été chez les paysans. Donc il Alors y avait avant ça, si on commence, en fait, ça c'est pas anodin pour une chercheuse en sciences sociales. Ce groupe se construit au fond par l'enquête. Il se construit, par, la pratique de l'enquête sociologique auprès de travailleurs étrangers. Bien sûr, parce que le président Mao avait dit qu'il n'a pas fait d'enquête, n'a pas le droit à la parole. Et donc, effectivement, cette pratique de l'enquête, elle était pour le coup constitutive de tous les différents groupes, de tous les milieux maoïstes, avec effectivement cette idée qu'on ne peut pas parler sans connaître et qu'il faut aller enquêter parmi les masses, descendre de son cheval pour aller cueillir les fleurs aussi, disait Mao, pour pouvoir non seulement comprendre, mais adopter pour partie effectivement un point de vue qui seul pouvait permettre, donc l'objectif étant de renverser l'ordre établi. Mais Donc c'est presque une effectivement, enquête à part égale aussi, puisque vous utilisez l'expression, vous-même. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans cette démarche, bon, très idéologique dans la formulation du président Mao, mais qui renvoie aussi à des formes de philosophie, pragmatique, d'enquête telle que conçue par, quelqu'un comme John Dewey, par exemple. oui, oui, tout à fait. En fait, c'est vrai qu'il y a une mise en abîme de ces histoires d'enquête et dans la relation avec les témoins. C'est vrai que ça a été aussi compliqué parce qu'à l'époque, Fernando leur disait qu'il fallait qu'ils fassent des enquêtes, des bilans d'enquête, mais que par contre, le pire, enfin, ce qui pouvait vous valoir une exclusion, qui a valu l'exclusion de certains, c'était en fait, de faire une enquête sociologique en sciences humaines et d'en faire un livre. En fait, quelque part, d'en faire son beurre et sur le dos des masses. Donc ça, franchement, voler la connaissance, il C'était fallait rendre la connaissance. l'appropriation culturelle, au fond. Ben, en fait, effectivement, 50 il y a 50 ans, il y avait cette forme-là et du coup, effectivement, quelque part, arrivé, moi, 50 ans après, déterrer, sortir des fantômes des placards, déterrer un passé que certains n'avaient pas envie de déterrer, effectivement, ça a posé énormément de questions déontologiques. Voilà, après, par contre, je pense que j'ai noué des relations sur le temps long,
Données de ma personne et puis comme j'en parle à la fin dans l'épilogue du livre, je pense aussi que l'empathie, que j'ai, réussi et qui est nécessaire en fait pour faire ce type d'enquête, elle était liée, à quelque chose aussi de personnel, qui me permet, voilà quelque part à un moment je pense et ça explique aussi, quelque part ma propre fascination que j'ai questionnée, hein. J'ai moi-même été effectivement encharismée alors qu'il était mort par cet homme-là. Vous ne Heu saviez pas qu'il était mort alors, au début. je l'ai découvert assez vite. Personne ne savait ce qu'il était devenu, mais effectivement, quand j'ai vraiment commencé l'enquête, grâce à mon collègue, qui m'écoute, Victor Pereira, l'historien, j'ai réussi à retrouver, en fait, la dernière femme de Fernando, au Portugal, qui m'a appris, en 2019 qu'il était décédé en 2008. Donc effectivement, mais voilà, donc je disais qu'effectivement, ma fascination sur laquelle après j'ai heureusement eu un moment de déprise, mais était liée, je pense à des choses que je partage, avec les personnes. Voilà, quelque part, je me suis dit: «Voilà, si j'avais eu 24 ans en 71, l'aurais-je suivi et jusqu'à où?» Alors si on reprend le fil, la dynamique de ce groupe qui commence, par se construire avec ses enquêtes auprès des travailleurs étrangers, dans la région parisienne plutôt, puis après, dans les campagnes, puis après il y a la chose classique pour ces groupes maoïstes, l'établissement en usine, et tout ça va, crescendo en quelque sorte jusqu'à la décision, mais ça prendra des années, d'habiter tous ensemble. Ce qui est fascinant, c'est au fond de voir, d'ailleurs ils utilisent le mot orga, comment cette organisation va perdurer en se trouvant des activités ou des raisons d'être ou des objectifs qui vont évoluer au fil du temps. Et en vous lisant, j'ai repensé à ce très beau livre de Jean Rollin qui s'appelle «L'organisation», dans lequel Jean Rollin parle de la fin d'un réseau comme ça, du côté de Saint-Nazaire en l'occurrence, auquel il appartenait, et sa conversion, au fond, son passage de la politique à la drogue, pour le dire de façon claire, dans ce livre. Et au fond, c'est un peu ça qu'on retrouve, c'est-à-dire que ce qui prévaut, c'est l'existence d'un groupe social, et ce groupe évolue dans le temps en s'intéressant à des choses différentes, en, en se fabriquant au fond un programme. Tout à fait et comme vous l'avez dit, c'est très important à rappeler parce que sinon après on ne comprend pas la suite. Au début donc c'est effectivement, en 71-72 les enquêtes dans les foyers immigrés et donc pour, ces jeunes hommes et jeunes femmes qui font partie de ce groupe, c'est des expériences, assez extraordinaires pour le coup, de décloisonnement social en fait. D'aller rencontrer, des personnes de milieux sociaux différents, de vivre avec eux et elles des expériences, qu'on vit en fait très rarement. L'entre-soi, c'est quand même la règle sociologique du monde social. Et donc en fait, Fernando leur propose ça. Il leur propose de sortir, de leur milieu social. Et ils viennent de milieux très différents. Alors, ils viennent de milieux très différents, effectivement. Il y a toute une partie de milieux issus de classes moyennes, d'autres de milieux un peu plus bourgeois. Mais il y a aussi, et c'était le credo en fait, il y a aussi des personnes d'origine ouvrière, des ouvriers, et aussi Gérard qui est fils de paysans pauvres, voilà, qui a un rôle important puisqu'il va être placé à la direction, puisqu'évidemment l'idée c'était d'inverser les hiérarchies sociales, de renverser les hiérarchies sociales. Donc à la direction sont placées les personnes de classe populaire. Mais pour revenir à ce que je disais, oui, comme vous l'avez dit, les enquêtes en foyer immigré, le travail auprès des paysans dans la Drôme à la campagne, l'établissement en usine. Et donc, effectivement, c'est une conversion progressive à la condition ouvrière. Et du coup, pour de la part de celles et ceux qui vivent cet engagement qui peu à peu devient total, c'est progressif. Au départ, on donne un peu de sa sphère du temps professionnel pour la révolution. Puis après, on donne du temps individuel. Et effectivement, peu à peu, on en vient à donner toutes les sphères de sa vie et voir à la fin de sa pensée pour la révolution, croit-on, mais à la fin, on se rend compte que c'est pour Fernando. Ce qui frappe aussi, au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, c'est la place absolument centrale de la réflexivité de ce groupe. Mais ça, ça aussi, ça interroge quand on fait des sciences sociales et qu'on est censé être réflexif, qu'on est censé parler de ses travaux dans des séminaires. En fait, ces gens font des enquêtes, mais ils passent leur temps, alors certes, pas à faire des livres et qui mettraient sur le marché, mais à faire des rapports
et à se poser la question de savoir s'ils ont bien travaillé ou pas, et se la poser devant les autres. Et donc l'autocritique est évidemment dans cette tradition politique maoïste très très importante, mais ça fait froid dans le dos, hein, quand on lit vos passages et les documents que vous publiez, ça va extraordinairement loin. Et c'est évidemment sur ce type de pratique que on peut exclure des gens, soit provisoirement, soit définitivement. Et c'est d'une violence sociale terrible. Oui, oui, ça me fait plaisir que vous me questionnez sur ce point parce que la place des écrits dans cette histoire et dans ce livre est vraiment centrale. Et donc et de la réflexivité puisqu'effectivement, Fernando, les enjoint à constamment écrire. Alors c'est assez intéressant d'ailleurs comment, ceux d'origine les étudiants écrivent aisément, les dans les autocritiques des personnes d'origine populaire, on voit qu'ils disent qu'il faut qu'ils se forcent à écrire, que qu'on ne peut pas progresser si on n'écrit pas parce qu'effectivement donc ils doivent faire des comptes rendus, des bilans de toutes leurs actions avec toujours une dimension importante d'autocritique. Alors l'autocritique, vous l'avez dit, c'était présent dans les milieux maoïstes, mais c'était plus largement central dans les milieux communistes, hein, comme l'ont bien montré le très beau livre de Bernard Pudal et Claude Pentier. Sauf qu'effectivement, en fait, ces autocritiques, donc l'idée, c'est de devenir un meilleur militant et de se transformer pour devenir un meilleur militant. Et donc, effectivement, constamment, quand ils vont rencontrer les paysans, quand ils vont en usine, ils doivent raconter puis dire pourquoi finalement ça a pas aussi bien marché, pourquoi ils n'ont pas réussi, par exemple, à la campagne, à nouer des liens avec les paysans pauvres, c'est des catégories d'époque, et pourquoi est-ce qu'ils arrivaient davantage à parler avec les paysans moyens, et donc est-ce que c'était pas justement la différence sociale. Et effectivement, ils avaient raison, en fait, ils ont cette réflexivité, et donc ils se disent, mais comment faire pour finalement réussir à nouer des liens avec ceux vers lesquels on veut. Et en fait, donc les autocritiques sont centrales, mais effectivement vont devenir un des instruments les plus puissants, une des armes les plus puissantes de la domination charismatique. Parce qu'effectivement, ces autocritiques, elles peuvent être, il peut y avoir un abus, un abus de ce pouvoir, puisqu'évidemment, donc les militants se livrent et quelque part tendent à qui voudrait s'en servir, tendent le bâton pour se faire battre. Et donc voilà. Ces autocritiques, c'était une pratique généralisée, vous le rappeliez, pas seulement chez les maoïstes, mais là, il faut dire que cette arme, elle est entre les mains d'un professionnel. Enfin, ce leader charismatique, on sent qu'il maîtrise les choses de manière redoutable, au point de monter des complots, des dossiers pour exclure les gens. On a l'impression qu'il a une carrière en la matière. D'ailleurs, la suite du livre, on ne va pas la dévoiler, mais nous laisse penser qu'il a été formé. Bah, tout à fait. Ce que je peux dire, en tout cas sans tout spoiler, c'est qu'effectivement, parce que c'est important et ça explique son aura et son charisme en 71, c'est que ce Fernando se présentait comme un militant, un antifranquiste espagnol réfugié politique en France, et il était parti travailler pour Mao, à la traduction des œuvres de Mao, travailler pour lui à Pékin entre 65 et 68. Donc en pleine Donc, en révolution pleine culturelle. révolution culturelle. Et donc moi, après, dans toute la partie que je raconte dans les derniers chapitres sur l'enquête que j'ai menée pour essayer de comprendre, en fait, qu'est-ce qui fait Son le passé. charisme, et qu'est-ce qui fait le charisme, ou comment est-il devenu charismatique, l'était-il avant, etc. Comprendre ça. J'ai notamment, alors j'ai longtemps creusé la piste chinoise. J'en suis venue à me demander si vraiment il l'avait inventée. Et en même temps, Là, ces vous avez deux trouvé enfants. des preuves. Alors j'ai fini par trouver des preuves. Et de ces deux enfants, il y en a une qui m'a dit qu'elle était née en Chine. Donc, enfin, les deux m'ont dit ça. Donc voilà. Mais j'ai fini par trouver des preuves. Alors en me faisant aider, donc c'est aussi l'occasion de dire que ce travail, j'ai eu beaucoup d'alliés d'enquête. Et donc notamment de Roger Faligot, qui était un spécialiste des espions, notamment des espions chinois, avec qui on a échangé, on a noué une relation, et donc je lui dois beaucoup. Et c'est lui le premier qui m'a trouvé une trace de Fernando dans d'ailleurs un livre, alors ça c'est toute une histoire aussi, de Maurice Siantard, qui était un journaliste, un nanar de droite, qui était là exactement au même moment. Il a passé 1000 jours à Pékin, à l'hôtel de l'amitié où vivaient tous les experts et où vivaient Fernando et Aline, sa femme. Et il y a une page, en fait, où il parle, il parle de Fernando et où il dit qu'il s'est livré à l'autocritique. Donc, en fait, c'est pour ça que j'en reviens à ça, évidemment, que Fernando a appris l'art de l'autocritique en Chine. C'est évident, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se pratique et qu'il maniait avec effectivement une certaine, excellence. Enfin, l'art de l'autocritique, il savait le manier, oui. Alors ça, on va dire, c'est le versant politique de cette dimension charismatique. Mais il y a un versant
peut-être plus personnelle. C'est difficile, analytiquement, on peut faire la part des choses peut-être. J'imagine que dans la personne, c'était plus compliqué. Mais il y a une autre part que vous avez mis du temps à véritablement prendre en considération, à voir, alors qu'elle était évidente. Et vous y revenez sur la fin du livre. C'est au fond l'aspect masculine de sa domination, et notamment à travers les témoignages, les expériences que n'ont pas voulu entendre d'autres membres du groupe, d'une ex-compagne à lui que vous avez retrouvée, qui a quitté le groupe assez tôt, qui est la mère de 2 enfants. Et au fond, comment vous expliquez qu'il vous a fallu du temps pour prendre en considération cet aspect des choses qui est pourtant fondamental, et surtout dans la manière probablement dont il s'articulait à la dimension politique, en fait? Tout à fait. Et d'ailleurs, je pense que c'est un des apports du livre, c'est de revisiter la notion de domination charismatique de Weber à l'aune du genre et des violences de genre qui s'avèrent être un des instruments centraux de ce pouvoir, ce que Weber n'avait pas du tout mis en avant. Mais moi-même, comme vous l'avez dit, et comme je le dis à la fin, j'ai été longtemps aveugle. Ou alors, du moins, en fait, j'avais eu des alertes, mais je me disais, bon, ben, ça, c'est la dimension privée, c'est pas ça qui va me permettre d'expliquer la trajectoire politique d'un homme. Voire, même comme j'explique à un moment, quand je tombe sur un dossier dans les archives Oui, mais là, vous êtes espagnoles. dans un groupe où il n'y a plus de privé, en fait. Ben oui, Pareil. il n'y a plus de privé. Effectivement. Mais voilà, quand je tombe sur un dossier dans les archives espagnoles où je comprends qu'en fait, quand il rentre en France, qu'il demande son statut de réfugié, en fait, il est accusé d'abandon de famille par sa femme et il a 3 enfants, dont un qui a 3 mois. À ce moment-là, j'avoue, j'en ai honte, mais je me dis presque, quel courage d'abandonner sa famille pour des idéaux politiques. Et bon, en fait, il faut du temps. Et je pense que cet aveuglement, j'y vois 2 grosses explications. Un, c'est qu'effectivement, il était dans les entretiens. Il n'est pas codé, il n'est pas les anciens témoins, pour diverses raisons que j'ai pas le temps de développer ici, mais ne parlent pas en fait de ces violences-là. Et donc en fait ces violences, je m'en rends compte aussi, et moi c'est un peu l'électrochoc qui m'a permis en fait de sortir de la fascination et de gagner un peu la déprise. C'est quand je plonge, je me mets à lire intégralement tous ces carnets de réunion. Et là, en fait, du coup, quand on se plonge comme ça, et puis dans ces carnets de réunion, ce qu'il faut dire, c'est qu'il était noté intégralement tout ce qui était dit mot pour mot, avec les initiales de chacun. Et donc là, en fait, d'un seul coup, je suis plongée dans un univers effroyablement violent, en fait, dont personne finalement m'avait dit que c'était violent à ce point-là. Et du coup, ça me saute aux yeux, et ça me permet de prendre conscience de ça et d'articuler analytiquement, effectivement, l'importance de ces violences de genre, mais au sens large aussi. Par exemple, la question de la collectivisation des enfants dans la crèche à un moment, qui peut être un moyen de faire pression sur les mères pour qu'elles ne puissent pas partir, parce qu'effectivement, il y avait une forme de dispositif coercitif. En même temps, il n'y a pas de coercition physique. Mais voilà, j'essaye de comprendre pourquoi ils et elles restent, et de vraiment saisir au ras, grâce à ces sources, au ras des interactions quotidiennes, les intérêts et les raisons de chacun de continuer à rester dans ce groupe. On va continuer, nous, à interroger cette notion de charisme, de domination charismatique, en passant du prophète rouge, votre Fernando, Julie Pagis, à l'homme aux 1000 visages, le personnage des enquêtes à la fois sous forme de livres et de films de Sonia Kronlund. C'est après un extrait du nouvel album, il sort demain, de Nick Cave, Long Dark Night. I was long inside a dream I could not get loose. I'll tell you it, although there's little use to tell a dream when dreaming is all you ever do. Things were not so good, I can't make light of it. My poor soul, it was having a dark night of it. It was a long night. Week, maybe a year. Maybe a long dark night is coming down. Maybe a long dark night is coming down.
through the door of my dream burst. No zombie, no ogre, no devil there, but a flying man. A long trailing hair. Who perched in the iron rail of my bed. Oh Lord, comb in his long white hair. Seeing my name, how could he know when I did not even know my name? Maybe a long, long night is coming down. Maybe a long, long night, my precious one. Maybe a long, long night rolling round my eyes. Oh Lord. France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau. Man who took me to be from elsewhere, when I too inhabited the earthly sphere, leant down and struck me with his long trailing hair. Maybe a long, long night is coming down. Maybe a long, long night, my precious one. Maybe a long, long night is rolling around my head. Oh Lord. Le prophète rouge enquête sur la révolution, le charisme et la domination. C'est le livre de Julie Pagis dont nous parlons aujourd'hui à la suite dans les idées. Autre prophète, je ne sais pas, mais personnage charismatique à certains égards. Celui qui a 1000 visages et presque autant de noms dans les enquêtes, vos enquêtes, Sonia Kronlund, L'homme aux 1000 visages. Il y a des résonances et en même temps beaucoup de différences, évidemment, dans cette manière d'approcher des personnages pour lesquels les relations sociales reposent sur quelque chose qu'on a tendance peut-être à qualifier d'un peu magique au départ. On ne comprend pas bien. Au fond, c'est cette interrogation qui a été à l'origine de l'enquête. On peut commencer par la fin. Vous avez fini par le retrouver. Enfin, il n'était pas mort. Et même à le faire courir, en fait. Non, mais dans les deux cas, il y a déjà un matériau documentaire et un potentiel. Enfin, moi, dans votre livre, j'ai trouvé un potentiel de documentaire et de fiction, même, de narration, enfin, de suspense. C'est vraiment fascinant parce qu'il y a de la violence, il y a de la domination, il y a de l'autoritarisme. Et c'est vraiment des relations d'emprise. Donc, moi, j'ai fait un petit peu plutôt, pas de la sociologie, mais de la psychologie de cuisine. Et c'est vrai qu'on demande souvent, comme à vous, on vous a demandé pourquoi est-ce que ça vous fascine, pourquoi est-ce que ça vous intéresse. Mais même le livre commence par cette question-là. Oui, il commence par cette question-là. Et donc, et c'est une question qu'on me pose souvent. Donc, je vais chercher quelque chose dans mon passé, dans mon histoire, etc., qui est tout à fait vrai, parce que ça fait plaisir aux gens et que c'est clair, net et précis, vos parents, enfin, où vous avez rencontré un auprès. Mais au fond, je pense que c'est pas tellement réductible à ça. Et je ne sais toujours pas, en fait, pourquoi je suis si fascinée. Encharismée, on pourrait dire. Voilà, pourquoi je suis encharismée par l'imposture, par le mensonge, par ce genre de personnage. Je travaille sur un nouvel imposteur maintenant, qui est plus politique d'ailleurs. Vous entendrez bientôt sur France Culture, mais je ne sais toujours pas vraiment pourquoi. Et il y a aussi quelque chose à voir qui est très proche de ce que vous avez fait, c'est qui est lié au pouvoir de la parole. C'est-à-dire qu'en fait,
fait, la parole, elle est, je ne sais pas si performative, c'est tout à fait le terme, mais le mien, si je puis dire, il dit qu'il est chirurgien, photographe, qu'il a fait la guerre ou qu'il traîne dans l'humanitaire. Et hop, ça arrive, en fait. La parole, elle est Tout le monde y croit. vraiment... Oui, elle est quasi prophétique, d'une certaine façon, et les choses se passent. Et le vôtre, c'est quand même la parole. Il y a des écrits, etc., mais qui exerce, en fait, le charisme, la domination, et qui a des effets de réel absolument incroyables, quoi. La parole devient quand même à la fois une manière de torturer, quand même, on peut le dire, les gens du groupe, et le mien, de séduire et de rendre réelles des choses qui sont parfaitement fausses. D'ailleurs, vous le dites, Julie Pagis, vous regrettez amèrement de ne pas avoir de traces de sa voix. Vous avez des images Super 8, mais muettes, et donc vous ne savez pas à quoi ressemble sa voix, et qui pourtant, comme le dit Sonia Kronlund, est l'un des éléments probablement très importants de l'histoire. J'allais le dire parce que alors moi j'ai dévoré votre livre, Sonia, et effectivement j'étais un peu jalouse parce que vous le retrouvez, donc vous l'entendez, vous le faites courir comme il a été dit, alors qu'effectivement alors que l'éloquence, effectivement, est au cœur du charisme. La voix, Isabelle Kalinowski, qui a beaucoup travaillé sur le charisme, le dit, parce qu'en fait, comme le prophète doit incarner en sa personne, son corps, en fait, Il y a une dimension charnelle. la dimension charnelle est centrale. Et donc, effectivement, certains disent qu'il y avait quelque chose de magnétique, de vibration. Et donc, la voix, en fait, et aussi, comme vous l'avez dit, l'éloquence, la rhétorique, et le fait de pouvoir parler à différentes personnes, dans différents registres de langage. Ça, c'est ce que disaient vraiment certains, qui pouvaient rentrer dans un bar avec des Espagnols, et au bout de 10 minutes, ils connaissaient tout le monde, et puis aller ferrailler des joutes intellectuelles avec les gauchistes. Mais voilà, je pense que cette capacité à parler à des gens où ils ont le sentiment d'un seul coup qu'en fait, personne ne leur a jamais parlé comme ça, et de donner de l'importance à une personne. Je pense qu'il y a effectivement dans la voix cela qu'on retrouve dans cet homme aux 1000 visages. Oui, c'est s'adapter, en fait. En tout cas, le personnage dont je parle s'adapte au désir de l'autre. Donc certainement, il va reprendre un truc de communicant de base, c'est-à-dire reprendre un vocabulaire, reprendre des façons d'être, sans doute une gestuelle, etc., et fournir, selon les femmes avec lesquelles il est, un récit biographique et même une attitude. C'est-à-dire que certaines femmes m'ont raconté qu'avec elles, il était violent, passionné, emporté. Oui, parce que c'est ça la différence entre les deux personnages, c'est que l'homme aux 1000 visages, il a précisément 1000 visages. Il doit composer à chaque fois des personnages différents, alors que Fernando, il est toujours le même et il s'adresse à un groupe. Là, c'est des relations one-to-one, la plupart du temps, avec une femme, et à chaque fois, il n'est pas le même homme, en fait. Non, enfin, il a choisi de composer, c'est-à-dire Oui, que bien c'est sûr. son choix, et c'est là où il y a quand même une grande différence, c'est-à-dire que son choix, c'est de composer des personnages différents avec des biographies, et puis des biographies très Ça étendues. demande une hein. logistique Une incroyable, logistique, une des mémoire. nationalités, des prénoms différents, une famille, des sœurs, des frères qui n'ont rien à voir. Donc, Et géré en parallèle en partie. et géré absolument en parallèle. Donc, vous imaginez, le matin, il s'appelle Ricardo, l'après-midi, il s'appelle Alexandre, le Il n'a pas soir, le même métier. il s'appelle a pas- Daniel, et c'est gérer tout ça. Et c'est là où c'est assez différent, pour l'instant en tout cas, c'est que la question que je me suis posée, c'est pourquoi fait-il ça ? Pourquoi Alors, pour exercer son charisme, il pourrait l'exercer d'une façon. Le vôtre, il l'exerce d'une ou peut-être plusieurs façons. C'est-à-dire que dans la sphère privée, je pense que ça se complique un petit peu. Mais pourquoi est-ce qu'il a besoin de ça ? Pour quelles raisons s'invente-t-il des personnages aussi différents ? Vous parliez, Sonia, de la dimension cinématographique de la fiction. En fait, vous avez d'abord essayé, Julie Pagis, essayé le documentaire, essayé la fiction de cinéma. Et c'était trop compliqué parce que c'est la question de l'incarnation qui se pose et qui n'est pas évidente. Notamment, c'est l'un des problèmes. Et c'est intéressant parce que Sonia Kronlund a fini par la régler d'une manière très originale dans son film. Je lui donnerai l'occasion d'en parler. Oui, en fait, j'avais pas eu l'occasion de le dire, mais cette enquête, elle a été menée en partie collectivement, puisqu'au début, j'ai eu un premier projet de documentaire avec Clément de Rival et Michael Zedler, où on a commencé à aller rencontrer les uns les autres,
d'autres les À les filmer. enregistrer, les filmer. Voilà, mais on n'a pas réussi voilà, à trouver un point de vue. C'est compliqué d'écrire à plusieurs, donc voilà, c'est ça. Et puis après, en fait, à la faveur du confinement, j'ai contacté Mathias Théry et Étienne Chailloux, dont j'avais adoré le documentaire La Cravate, qui est à nouveau d'actualité, on va dire. Et effectivement, c'est eux qui m'ont proposé, ils m'ont dit, mais en fait, comme vous l'avez dit, il faut faire une fiction. Et donc, on a travaillé pendant plus de 18 mois, on a continué l'enquête, on est allé consulter les archives ensemble, on a filmé les témoins qui acceptaient d'être filmés. Et alors là, j'ai appris à leur côté, ça a été assez génial comme découverte, un tout autre type d'écriture, l'écriture d'un scénario de fiction. Donc, on a réussi à aboutir à une V1 de scénario de fiction. Et puis, pour rester pudique, je vais dire que le fantôme de Fernando a plané sur cette affaire et que voilà, on n'a pas réussi à aller plus loin. On voudrait en savoir plus. Ah ben voilà, ça arrive des Bon. conflits dans Mais- des trios et donc voilà, je resterai pudique. Voilà, je sais que c'est quand même la Non, mais ce que plupart. je me demandais en vous écoutant, ma question, c'était plutôt ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire la relation qu'on a avec les témoins d'une enquête et quel respect on doit à leur passé, qu'est-ce qu'on en fait, comment on fait pour gagner leur confiance et surtout pour ne pas la trahir et quel type de relation. Donc, à peu près comme vous, moi j'ai mis parfois plusieurs années à faire en sorte Oui, que... la patience, c'est une chose que vous avez partagée. Ouais, enfin, c'est pas ma l'une et qualité l'autre. principale, je peux Non, vous mais le là, dire, mais c'est il a la bien fallu. persévérance, je Oui, dirais. plutôt. Mais oui, c'est-à-dire que mais les gens sont aussi à des moments de leur vie différents. C'est-à-dire que vous appelez quelqu'un à un moment, il n'a pas du tout envie de parler, et 2, 3 ans plus tard, c'est pas seulement effectivement d'être insistant, ce qu'il faut éviter de faire, mais c'est Mais c'est aussi voilà. laisser décanter, probablement. Oui, je vous remercie Sonia d'évoquer ça et j'ai une forte pensée pour elles et eux qui m'écoutent ce soir, je le sais. Et effectivement, cette question du respect de l'intimité de ces vies, de ces témoins qui des fois me livrent des choses extrêmement intimes, c'est très compliqué. Il faut des années. C'est quelque chose que j'ai eu à cœur tout au long de l'enquête, qui a été constamment renégocié. Mais disons que la fiction, par contre, quelque part, comme d'un seul coup, il n'apparaissait plus à l'écran, en fait, ça a aidé à ce que à libérer certaines paroles. Donc finalement, le passage par la fiction permettait aussi de moins exposer les protagonistes, les principales intéressées. Comment vous avez... Ouais, non, mais c'est une question, je voulais dire. Pardon, Sylvain, allez-y, Non. posez votre question. Ma question est comment vous avez résolu ce problème dans le passage notamment du livre au film. Je crois que le projet était d'abord un film, en fait. La question, vous l'avez résolue d'une certaine manière, c'est que certains personnages sont interprétés par les personnes que vous avez, qui ont été en relation avec cet homme au milieu du visage, et d'autres, vous avez demandé à des actrices de les interpréter. Voilà. Et en fait, quand on voit le film et qu'on ne le sait pas, on est incapable de dire qui a véritablement vécu cette histoire et qui joue cette histoire. C'est exprès. En fait, l'idée, c'est qu'effectivement, j'avais pas envie non plus de brutaliser les personnes et de les forcer à témoigner, mais j'avais aussi envie de protéger les vrais, entre guillemets, témoins et qu'elles puissent dire qu'elles étaient actrices. Donc, en fait, on a fait un système, effectivement, il y a 3 actrices et 3 vrais personnages, mais au générique, on a changé tous les prénoms, etc. Et le générique ne vous permet pas de savoir qui est une vraie personne et qui ne l'est pas. Et à la sortie du film, d'ailleurs, c'était assez amusant parce qu'à chaque fois, je demandais quand même par curiosité, à votre avis, parce qu'il y a une seule actrice professionnelle, il y a des actrices non professionnelles, enfin la belle-sœur d'un copain à qui j'ai demandé de jouer un rôle. Et les gens se trompaient tous, mais tous. Et celle qui est la vraie témoin, les gens sont venus la féliciter en lui disant « Oh là là, vraiment, quel rôle de composition !» Et donc, ça participait aussi de quelque chose que j'ai trouvé aussi amusant dans la mise en abîme d'être moi-même imposteur dans un film sur un imposteur. Donc, la fiction aurait pu être une solution. En fait, on s'aperçoit qu'il y a 1000 manières de traiter ce type d'enquête qui sont... Des enquêtes sur les enquêtes, parce que alors on a beaucoup insisté à propos du livre de Julie Pagis sur les
les qualités de ces personnes qui parfois ressemblent à celles des sociologues. Mais vous, votre homme aux mille visages, j'imagine qu'il doit faire un travail de veille, d'enquête pour être à niveau sur tous ces personnages considérable. Il doit passer la plupart du temps de ses journées en fait à faire ça. En même temps, il n'a pas grand-chose à faire, Non, il ne hein. fait que Et ça. il ne fait que ça et c'est un travail que je ne sais pas très bien comment il organise ses journées. Il faut voir le film de Laurent Cantec, sur L'emploi du temps. oui, sur Jean-Claude Roman, l'emploi Mm. du temps, où on voyait qu'il était sur des aires d'autoroute, etc. Moi, je l'ai imaginé dans des bibliothèques, en train de se documenter. Donc, oui, il a le temps, et en même temps, il n'est pas obligé. C'est ça qui est voilà. Mais surtout, il y croit. C'est-à-dire, je voudrais revenir à cette relation entre imposture et charisme, qui est finalement au cœur de vos deux enquêtes. Il y a quelque chose pour pour exercer véritablement une domination charismatique, il faut être un imposteur. Mm. Et il faut soi-même y croire qu'on a des qualités extraordinaires et parvenir à faire que les autres y croient aussi. Et puis, c'est pas donné pour la vie, et ça doit être réactivé aussi en permanence, disait tout à l'heure Julie Pagis. Oui, c'est une question que je me suis posée et à laquelle je pense avoir un peu répondu, notamment quand je l'ai rencontré, parce que à la fin de mon enquête, je l'ai rencontré et en fait, il a menti devant moi de manière, on pourrait dire éhontée, si on voulait un jugement moral, mais au moment où il mentait, c'était effectivement vrai. Enfin, il avait des vraies émotions, il avait des vrais sentiments. Il m'a dit, comme ça, il m'a regardé, il m'a dit I love you guys, vous êtes tellement merveilleux. Et il était à fond dans son rôle, dans son personnage, il y croyait. Et cette croyance, elle était ultra communicative. Julie Oui, je Pagis. voulais rebondir là-dessus parce qu'effectivement, moi, je me suis posé 1000 fois la question de que penser, qu'est-ce qu'il pensait en son fort intérieur. Est-ce que quand il monte un complot, quand il invente un complot, est-ce qu'il y croit à son complot? Et en fait, moi, ça me fait penser au magnifique livre de Javier Cercas, L'imposteur. Oui, bien En sûr. fait, on n'est jamais un aussi bon imposteur que quand on croit à ce qu'on dit. Et donc, effectivement, il y a un mélange et il y croit. Et pour revenir quand même aussi, pour boucler sur votre question, effectivement, un peu un des apports théoriques que j'essaye d'amener avec le livre sur le lier le charisme et l'imposture, c'est dire que longtemps, moi-même, je pense que je suis tombée dans l'écueil d'essayer de chercher ce qu'il avait d'extraordinaire. Puis j'ai fini par comprendre qu'en fait, c'était cet art de la dissimulation, de la réinvention de soi qui lui permettait de se faire passer pour quelqu'un d'extraordinaire. Et que donc effectivement, ce qui moi me fascinait, c'était pas intéressant c'est pas pour parler de moi, c'est que c'était un peu le ressort de ce qui permettait d'avoir son emprise, et c'est-à-dire de passer pour quelqu'un d'extraordinaire. Merci beaucoup, Julie Pagis. Le Prophète rouge, enquête sur la révolution, le charisme et la domination. Le livre vient de sortir aux éditions La Découverte dans la collection L'Envers des faits et L'Homme aux mille visages. C'est à la fois un livre publié aux éditions Grasset de Sonia Kronlund. C'est aussi un film. On Qui est peut le voir. sorti en DVD depuis le début du mois d'août et en voilà, VOD sur des tas de voilà plateformes fantastiques. l'actualité. Un film récent qui est sorti au printemps dernier. Merci à toutes les deux. Merci. La suite dans les idées, actualité, un troisième temps dans cette émission désormais qui dure 1 heure, un temps pour s'intéresser à l'actualité des sciences humaines et sociales et pourquoi pas à celle des revues avec la parution en cette rentrée du nouveau numéro, le numéro 1 de l'année 2024, c'est d'une revue qui paraît 2 fois par an, Perspective au singulier, sous-titrée Actualité en histoire de l'art, qui est une revue publiée par l'Institut national d'histoire de l'art. Bonjour Maxime Boisdy. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en études visuelles à l'université Gustave Eiffel et vous avez coordonné le dossier de cette revue qui est consacrée à la notion d'autonomie, un choix qui peut surprendre s'agissant d'une revue d'histoire de l'art, mais je vais vous donner l'occasion d'expliquer ce choix tout de suite, mais peut-être pour commencer un mot sur la revue elle-même. Effectivement, pour saisir le sens de ce numéro en particulier, il faut peut-être repenser le médium en général. C'est vrai que cette revue d'histoire de l'art est assez particulière. Elle a été lancée en 2005, si ma mémoire est bonne, par l'Institut national d'histoire de l'art. Elle existe
sous deux formats, format papier, puis également le format numérique via la plateforme Open Edition. Et c'est une revue qui en fait mêle des articles de recherche sur un mode très classique pour une revue scientifique, avec beaucoup de débats, avec des entretiens, avec des traductions, un grand apport à l'iconographie évidemment aussi, ce qui Oui, elle est est richement normal pour une illustrée, oui. revue, Ouais. effectivement. Et donc effectivement, cette particularité qui est la transdisciplinarité, c'est que c'est une revue qui est une revue d'histoire de l'art, donc elle est évidemment centrée sur la discipline et sur son histoire. Mais elle accorde aussi beaucoup d'éléments à des disciplines connexes. Alors, je pense à l'histoire de l'architecture, à l'archéologie, mais aussi aux sciences humaines et sociales. Et c'est notamment visible avec les derniers numéros donc, qui ont été publiés. Il y a un numéro qui a été notamment coordonné par Émilie Amen sur l'enjeu de la mode, donc finalement croiser l'actualité de l'histoire de l'art avec aussi les études sur la mode et les enjeux liés à la mode en général. On a aussi un numéro qui est à paraître sur la thématique des corps extrêmes. Donc avec l'enjeu de ce numéro dont il va être question sur l'autonomie, en fait, ça montre aussi finalement l'ouverture de la revue, c'est que c'est effectivement une histoire de l'art qui s'est réinventée, au contact aussi des études visuelles, donc voilà, de champs plus larges de questionnement de l'image qui permettent aussi un décloisonnement qui alors voilà, intéresse d'autres champs des sciences humaines et sociales, voire des sciences dures, mais qui a aussi évidemment un sens pour un lectorat élargi. Vous citiez le nom de Émilie Amen qui était venue parler de son très beau livre sur l'idée de mode. Les études visuelles, c'est le domaine dans lequel vous travaillez, Maxime Boisdy, en particulier la question des images politiques. Sur la couverture de ce numéro de Perspective, on trouve un objet ou une mobilisation, une forme de reenactment, on rejoue un folklore politique au Pays de Galles, en fait. De quoi s'agit-il exactement? Qu'est-ce que cette conque nous raconte, puisqu'il s'agit d'un coquillage? Effectivement, une conque qui sert à battre le rappel des âmes vives. Non, pour situer cette image vraiment précisément, donc, encore une fois, le numéro est accessible et visible aussi pour la partie visuelle, pour les auditeurs et les auditrices qui souhaiteraient en savoir plus via le site internet de la revue On sur la mettra le plateforme lien sur Open la page Edition. de l'émission. Oui. Et voilà, cette image en particulier, bah, c'est une image d'art qui du coup est une image très récente, une performance qu'a effectuée une artiste galloise qui s'appelle Catherine Campbell-Dodd et qui en fait, comme d'autres artistes contemporains, artistes contemporaines, en fait, c'est pas mal intéressée aux enjeux des révoltes populaires du XVIIe, du XVIIIe siècle, du XIXe également. Donc dans le cas des révoltes galloises, c'est des révoltes qu'on a appelées les Rebecca Riots. Alors, le temps manque un peu pour tout déplier, mais c'est des émeutes populaires au début du XIXe siècle qui sont encore finalement avant le mouvement ouvrier proprement dit, dans des formes de défense de la tradition, de défense de la coutume. Et ce qui est très étonnant, c'est que c'est aussi évidemment bah, voilà, des émeutes qui ont, à travers leur forme populaire, en fait, un enjeu d'autonomie, c'est-à-dire il y a aussi la défense finalement de modes de vie, de modes d'organisation, de tradition. Donc l'autonomie se joue aussi dans cette défense. Et ce qui a intéressé Catherine Campbell-Dodd, c'est aussi qu'on est au début du 19e siècle et on voit pourtant une inversion des genres, on voit vraiment une lutte sur la question du genre, de par le travestissement, de par le travestissement des hommes en femmes, le fait que les femmes également, dans ces logiques de travestissement, ont une place politique. Et donc voilà, l'enjeu aussi de cette image de couverture, c'était bah, finalement de trouver une incarnation et une manière de résumer l'enjeu de la thématique de l'autonomie dans sa diversité à travers aussi cette tension-là, ou comment l'art contemporain en fait va aussi chercher dans l'histoire des luttes, dans l'histoire des pratiques et des formes d'autonomie populaire les moyens de se réinventer. Alors, quand je lis autonomie, moi, je pense effectivement à des choses très politiques ou éventuellement à la théorie des champs, par exemple, à la question de l'autonomie des champs. En revanche, je ne savais pas du tout, j'ai appris en lisant ce numéro que cette notion est une notion déjà très ancienne en histoire de l'art, par exemple. Et c'est pour ça probablement qu'il a été possible d'inventer ce numéro qui ne se cantonne pas à l'histoire de l'art, mais qui d'une certaine façon part de là. Bah, effectivement, c'est l'enjeu. En tout cas, un des enjeux du numéro, c'est que la thématique est convenue en histoire de l'art, elle est convenue en esthétique. Pour le dire très très rapidement, elle est notamment présente chez Emmanuel Kant, au moment où l'esthétique s'invente véritablement comme un champ autonome de la philosophie au XVIIIe siècle.
Et la question d'autonomie est centrale pour définir l'esthétique, puisque finalement, ça va être l'enjeu même de définir ce qu'est l'œuvre d'art. Et l'œuvre d'art est pensée comme autonome, c'est-à-dire qu'elle a sa propre finalité. Elle ne répond pas, dit Kant, hein, toujours pour resituer cette base pour l'histoire de l'art, en fait, l'œuvre d'art ne répond pas à d'autres finalités qu'elle-même. L'enjeu, c'est que finalement, cette notion d'autonomie qui est vraiment liée à une discipline et à un champ, en fait, a eu sa vie propre à l'intérieur de ce domaine. Elle a encore eu son existence, on va dire, très affirmative jusque dans les années 1960-1970. C'est tous les débats autour du postmodernisme, notamment, qui là s'invitent, où justement cette idée d'autonomie de l'œuvre d'art est contestée par les artistes, elle est contestée aussi par des logiques de marché, en tout cas les logiques qu'on connaît aujourd'hui, voilà, qu'on peut résumer comme étant néolibérales pour le dire très rapidement. Et donc, tout l'enjeu était finalement aussi là, c'est-à-dire que pour les historiens de l'art, tout ce qui touchait à l'autonomie, peut-être a priori, était convenu et déjà traité, et toutes les réponses avaient été apportées. Et puis finalement, en allant chercher, comme vous l'avez mentionné, dans la théorie sociale, chez Pierre Bourdieu ou ailleurs, en fait, d'autres définitions de l'autonomie, il y avait la possibilité finalement de penser des points d'articulation, de voir comment est-ce que finalement, en fait, la transdisciplinarité véritablement, voilà, pensée à partir d'études de cas très précises, permettait en fait de repenser l'autonomie de manière toute différente. J'insiste aussi sur un point, c'est que les artistes ont été, les artistes contemporains, notamment une artiste contemporaine, Andrea Fraser, a été une balise aussi pour penser cet enjeu-là, puisque c'est une performeuse américaine qui est active depuis les années 1990 et qui a beaucoup lu Pierre Bourdieu, qui a beaucoup intégré finalement la théorie sociale de Bourdieu dans son approche, au point que Pierre Bourdieu s'y est intéressé et a notamment signé la préface d'un ouvrage, une synthèse de texte d'Andrea Fraser qui est paru en 2005. Donc c'était vraiment juste à la toute fin de vie de Bourdieu. Mais en tout cas, ce type de croisement, finalement, c'est pas simplement l'entreprise intellectuelle de ce numéro de revue, mais c'est finalement quelque chose qui existait aussi déjà empiriquement et qu'il fallait aussi arriver à penser à partir de ces pratiques existantes. Alors, ce qui fait la richesse des sommaires, c'est à la fois la variété des formes. Il y a des articles classiques, il y a des entretiens, il y a des débats, etc. Mais c'est aussi effectivement d'y croiser des gens très différents. Ces articles contemporains comme des théoriciens, vous citiez Pierre Bourdieu, mais on pourrait citer Stuart Hall, par exemple, ou également des personnalités très importantes du design. Il y a en particulier un débat autour de la question des isotypes de Neurath. C'est effectivement un débat important. C'est Neptis Ver, qui est une des meilleures connaisseuses à l'heure actuelle d'Otto Neurath, qui le mène avec... Je fais une parenthèse qui publie en cette rentrée un très beau livre sur la cartographie féministe, en fait, aux éditions La Découverte également. Je vous laisse continuer. Oui, c'est quelqu'un qui a une pratique très très active où finalement la question de la cartographie est prise comme étant un mode d'expression en soi et un mode d'expression collectif, une manière de faire exister des dynamiques utopiques, de faire exister des formes de domination, de faire exister justement des formes d'autonomie, c'est-à-dire la possibilité de se réapproprier aussi des savoirs de façon collective pour arriver justement à construire des collectifs à travers justement la pratique même de la cartographie. Et ce qui est intéressant chez Neptis Ver et qui existe aussi dans l'entretien, dans le débat qu'elle a mené à plusieurs voix, c'est que justement elle croise la philosophie, la pratique artistique à partir d'une figure très très importante de la Vienne des années 1920-1930 qui est Otto Neurath, qui lui justement avait cherché à développer, alors c'est une œuvre absolument fascinante, c'est vraiment un des pères fondateurs de la statistique graphique, c'est-à-dire de la possibilité d'inventer un langage de représentation de la statistique, pas simplement de l'effectuer par des opérations mathématiques, mais en tout cas d'en montrer des résultats. Et il avait cette utopie très concrète finalement d'inventer ce qu'on pourrait appeler un espéranto visuel, c'est-à-dire un langage des données à travers les formes, à travers les couleurs, qui permettraient en fait à tout à chacun de pouvoir comprendre des logiques de production, des logiques de consommation, des Merci. données de tous ordres.
Maxime Boisdy, je vous interromps parce qu'on ne va pas pouvoir rendre justice à la richesse de ce sommaire. On trouve aussi des choses, par exemple, sur l'entrée des NFT dans les collections du Musée national d'art moderne. Enfin, des tas de choses passionnantes dans ce numéro de perspective consacré à l'autonomie. Voilà, c'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, à la technique aujourd'hui, Nicolas Bonnet, à la réalisation, Jean-Christophe Francis. La semaine prochaine, l'imaginaire désirable des électeurs RN avec Michel Fer.